Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On va commencer par un autre vrai homme, un mâle blanc de plus de 50 ans, on peut le dire. Oui, plus de 50. Jean-Louis Tremblay, bonjour. Bonjour Clémence. Journaliste au Figaro Magazine. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous allez nous parler un petit peu du Figaro Magazine. Il y a peut-être un article à lire plus qu'un autre ? Oui, vous recommandez oui, le Figaro Magazine consacre sa couverture à Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé sort un livre qui s'appelle Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Et c'était effectivement, je dirais, le constat que le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans est très très mal en point actuellement et surtout l'objet de moult attaques. Oui, mais moi voilà. j'en vois quelques-uns autour de moi et ils se portent plutôt pas trop mal. Mais... Lui, il revendique le droit de toujours aimer les femmes. Oui, voilà. Il a bien raison. Voilà. Alors, et on voulait reparler également, vous étiez venu présenter votre livre Neptune sur les nageurs de combat, d'ailleurs qui a fait beaucoup réagir également ici nos auditeurs de Radio Courtoisie. Une précision tout de même, ce livre n'est pas encore, on peut que le commander, on peut faire que des précommandes, c'est ça, sur Odyssée, le site d'Odyssée. Exactement, le mieux c'est de le commander sur le site actuellement. Il sera mis en place en librairie mi-avril, plus exactement le 17 avril normalement. Voilà, si tout se passe bien. Voilà. Donc, mais nous l'avons déjà en stock, donc les gens peuvent le commander sur le site Odyssée. Voilà, donc le mieux pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment d'aller directement sur le site d'Odyssée. Allez, tout de suite on se tourne vers un autre reporter, Régis Le Sommier. Vue de haut. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous avez reçu le Grand Prix de la presse internationale pour votre couverture du Moyen-Orient en 2017. En 2018, le prix de la meilleure enquête journalistique pour votre couverture de la bataille de Mossoul. Vous êtes chroniqueur sur CNews, Radio Classique. Et désormais, vous dirigez, on en a déjà parlé ici, la rédaction d'Omerta. Omerta qui veut justement revenir sur le terrain et présenter les vérités qu'on ne voit pas ailleurs que sur le terrain, et c'est aussi ce que vous avez fait en tant que reporter en allant évidemment sur la scène ukrainienne, et c'est l'occasion, l'objet d'un livre Jusqu'au dernier Ukrainien, voilà votre dernier livre, Récit d'un reporter de guerre aux éditions Max Milo. Alors autant le préciser tout de suite, vous êtes, je pense, un des, d'ailleurs Jean-Louis me confirmera, je pense un des rares Français, voire reporters même au niveau européen, à avoir été des deux côtés du front. Oui. Je ne sais pas si vous en connaissez vous d'autres. Non, à ma connaissance, en fait, ce qui est toujours très difficile, alors moi j'ai bénéficié peut-être d'un concours de circonstances ou d'une chance d'avoir pu accompagner en avril 2022, c'est-à-dire un mois après le début de la guerre à peu près, des volontaires français. J'avais fait ce reportage-là d'ailleurs pour le Figaro Magazine, que je remercie, et j'avais pu accompagner des Français à une époque où la guerre en Ukraine, il y avait des échanges de tirs, il y avait déjà des destructions, il y avait déjà quelques horreurs qui avaient été commises, mais si vous voulez, on n'était pas dans l'intensité actuelle, et les volontaires français il y avait un petit parfum de guerre d'Espagne 1936 avec ces volontaires. Il y avait des Français, on croisait des Suédois, des Britanniques qui cherchaient à s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Qui avaient tous des objectifs un peu différents d'ailleurs, c'est un peu marrant. Hein, vous il y avait un ancien question. Gauchiste, il y avait un ancien chasseur alpin, il y avait un type qui avait bossé dans la Sécu. C'était un peu une auberge espagnole, c'est le cas de le dire si on parle de 36. Et chacun, ce qui m'intéressait en l'occurrence, faut le dire aussi. Il y a eu extrême gauche, extrême droite, exactement. Ce qui était intéressant avec ceux que j'ai suivis, c'est qu'ils avaient combattu, deux d'entre eux avaient combattu ensemble au Rojava, donc avec les Kurdes, contre Daesh. Oui. Donc ils avaient déjà des expériences de combat, et ils venaient parce qu'ils estimaient que la cause ukrainienne était la cause juste. Et donc dans ce livre, ce que je raconte, c'est que je suis aussi allé de l'autre côté, côté russe, à Kherson, et puis plus récemment à Bakhmout. Voilà. Alors commençons par le commencement, puisque c'est
le début de votre livre, vous êtes avec ces volontaires français qui partent sur donc la scène ukrainienne, côté ukrainien, puisque comme vous l'avez dit, ils considèrent que c'est leur rôle, que cette guerre est juste. D'ailleurs, vous les titillez un peu par moment, hein, vous essayez de les mettre face à leurs contradictions, parce que parfois, sur les lignes, ils vont se retrouver, vous en avez un d'extrême gauche qui va se retrouver, il dit non, mais moi, je ne suis pas avec les néo-nazis, mais bon, par moment, il va être obligé de travailler, de collaborer. Il y a une scène assez incroyable où on est sur un marché à Odessa. Moi, j'y vais pour chercher un gel douche, et puis il y a un type qui essaie de me vendre un t-shirt avec Stepan Bandera, donc le chef nationaliste controversé qui a collaboré avec l'Allemagne nazie. Et qui est désormais glorifié. Voilà, qui est glorifié partout en Ukraine. Et ces volontaires m'avaient dit 15 minutes avant, mais non, les néo-nazis, c'est à Mariupol, c'est Azov, ils sont très loin, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, en Ukraine, ce passé-là, il est aussi présent, et que dans tous les villages, il y a la bannière des bandéristes, et il y a des mémoriaux aux militants de l'UN, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens qui ont combattu et qui aujourd'hui se retrouvent aussi dans l'armée ukrainienne. Donc c'est une réalité un peu plus palpable que simplement une fiction de nazis qui combattraient dans une usine à Mariupol, quoi. Voilà. Oui, que simplement le narratif qu'on nous présente comme étant le narratif seulement russe sur cette question-là. Voilà. Autre élément intéressant du moment où vous êtes de ce côté-là du front, c'est la rencontre avec cet officier qui ne sait pas que vous êtes journaliste, cet officier américain qui se fait appeler le Grinch. Alors, il s'est fait appeler le Grinch en disant, alors voilà, il vient nous dire, il pense qu'on est tous des volontaires, que mon camarade Noël Kidu, malgré ses cheveux longs et son air, son appareil photo, fait aussi partie des gens qui veulent aider l'Ukraine. Et il vient nous dire, voilà, ici c'est moi qui commande, j'ai pour charge de filtrer les volontaires étrangers dans l'armée ukrainienne, les Ukrainiens, je suis là, etc., je sers les Ukrainiens, avec un ton, moi j'ai beaucoup parce que je sais, dans ma carrière, beaucoup passé de temps avec l'armée américaine, il y avait dans le ton de ce personnage, évidemment, l'idée qu'il n'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout quelqu'un qui venait aider, c'était quelqu'un qui avait une position d'encadrement. Il était au commandement. Oui. Exactement. Et évidemment, ça m'a été reproché, on m'a dit après, t'as vu un Américain, ça sert la cause des Russes. Non, pas du tout. Ça veut dire quand même que les Américains sont présents en Ukraine au moins depuis 2014, et que dans la structuration de l'armée ukrainienne, et aujourd'hui c'est presque à l'époque il fallait pas le dire, aujourd'hui on sait que les Ukrainiens répondent aux critères de l'OTAN, notamment ils ont développé beaucoup, à la différence des Russes, l'importance du sous-officier, ils sont structurés comme les armées, ça se fait pas du jour au lendemain, et évidemment donc moi je suis tombé par hasard là sur cet exemple-là, qui montre que la guerre est un peu plus internationale, ou en tout cas que les enjeux de cette guerre dépassent largement l'agression russe sur l'Ukraine, ou la tentative de récupérer un précaré, que c'est bien au-delà, et on le voit aujourd'hui que le conflit a pris des proportions bien plus importantes. Voilà. Bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble peut-être un petit peu plus évident, il y a quand même des informations qui sortent sur la question, mais surtout des Américains qui sont morts, alors soi-disant aussi comme mes Français venant aider spontanément, retrouvant, mais bon, c'est aussi facile d'endosser cet uniforme du mercenaire pour mener des activités. Surtout que vous êtes renseigné sur cet officier après coup. Tout à fait. Alors, qu'avez-vous découvert finalement j'ai découvert il a un profil assez étrange. Oui, profil assez étrange, qui a effectivement pas participé de la phase initiale de l'invasion de l'Irak, dans des positions, en fait, on sent que c'est quelqu'un qui est formé militairement depuis le début, et puis tout à coup, il revient, il se retrouve dans l'informatique à Washington, et on le retrouve, et pendant une quinzaine d'années, plus rien, quoi. Et on le retrouve en Ukraine, voilà. Alors je ne peux pas approuver, j'ai essayé de chercher, de creuser son profil, parce qu'il m'a donné son nom. Il a en effet donné une interview au Seattle Times, puisqu'il est originaire de la côte ouest, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, a fait autre chose dans sa vie. Il n'y a pas 15 ans de trou comme ça, où il a bricolé, il a construit des cabanes au fond des bois. Je pense que, parce qu'il a ce profil-là, vous savez, c'est un Américain très avec des dents blanches et un grand sourire tout le temps. Mais si vous voulez, je pense que clairement j'ai été face à quelqu'un, et avec un peu d'expérience, j'ai quand même 25 ans de reportage derrière moi, j'ai beaucoup côtoyé les armées. Bon, voilà, je pense que c'était pas simplement un mercenaire qui venait aider l'armée ukrainienne, voilà. Et ça veut dire quoi, Jean-Louis Tremblay, vous qui avez également un peu d'expérience, les 15 ans de trou dans un CV d'un ancien officier américain? Ça veut dire tout simplement qu'il est passé par des endroits
qui doivent rester confidentielles, voilà, pour accomplir des missions qui doivent rester également confidentielles, tout simplement. Mais des officiers comme ça, de renseignement, on va dire, et d'encadrement, en l'occurrence, il y en a partout. Et les Américains, les Américains aiment bien encadrer effectivement leurs alliés, entre guillemets, alliés jusqu'au moment où ils ne sont plus alliés. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose avec les minorités ethniques pendant les guerres du Vietnam. Je pense aux Hmong notamment. Ils les ont utilisés, ils les ont envoyés au casse-pipe et puis ils les ont laissés tomber. Ils ont fait la même chose avec les Afghans récemment. Voilà. Donc ça, c'est un classique. Non, ce que je voudrais souligner dans le témoignage de Régis, c'est intéressant, c'est qu'il illustre la difficulté du reportage. Régis part effectivement pour le Figaro Magazine. Il suit des volontaires au départ de Pologne, il me semble, c'est ça ? Ouais, Pologne. Nord de la Pologne. Ensuite, on fait tout un trajet parce qu'on peut pas passer par la Moldavie et on retrouve nos volontaires à Odessa, en fait. Voilà. Donc, il y a tout ce cheminement, et puis il les accompagne, le but étant évidemment de les accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la ligne de front. Bon, et puis le reportage, et c'est ça le reportage, ça se passe pas tout à fait comme prévu, c'est-à-dire que le scénario, au bout d'un moment, c'est fini. Parce que cet officier américain, qui visiblement est beaucoup plus important que les officiers ukrainiens, a main basse sur le recrutement des volontaires. Par conséquent, il leur dit non, vous n'allez pas plus loin. Et il leur dit ça parce qu'à un moment donné, d'ailleurs parce que vous lui dites que vous êtes journaliste. Mais bien sûr, et moi je lui dis, mais les Français, alors là il est un peu prisonnier, c'est intéressant, il y a un moment de flottement, c'est-à-dire qu'au début il est extrêmement directif, vous n'avez rien à faire ici, dégagez, etc. Et puis quand je lui dis, mais attendez, le public français a le droit de savoir ce que deviennent les volontaires français qui viennent aider l'Ukraine, là il y a un côté, la liberté de la presse qui vient chez lui. On voit le conflit et il est très embêté, et il dit, je vous en réfère, on sent que voilà, il retrouve ses vieilles habitudes, parce que ça c'est un des points forts de l'Amérique, c'est que la liberté de la presse est sacrée aux États-Unis. Je dis pas qu'elle l'est pas en France, mais enfin aux États-Unis c'est beaucoup plus marqué. Donc il est embêté vis-à-vis de sa conscience d'Américain. Du coup il prend un ton un peu plus. Et puis nous ce qu'on se dit, c'est il faut qu'on se barre, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que ce village s'appelle Yavoriv, c'est à l'ouest de Lviv, et que dans ce village on va dans un restaurant et on tombe sur des types avec des uniformes. On sait pas très bien, on pense que ce sont des Estoniens, mais là cette fois en uniforme, qui ne c'est plus du tout un type habillé façon commando, avec des fringues militaires, mais pas de distinction comme cet Américain l'était. Là on tombe sur des types, clairement on est dans un restaurant, il y a 3 mecs qui sont là, qui sont visiblement dégradés, mais qui appartiennent à des armées d'Europe de l'Est, qui à l'époque, ou encore aujourd'hui à ma connaissance, ne sont pas directement officiellement. Et on se dit non, faut qu'on parte, ce village ça pue, on va se faire arrêter, vous vous sentez en danger, en fait. Confisquer notre matériel, on n'a rien à faire là, c'est ce que nous a dit l'Américain. Et puis nos volontaires à qui on ne peut même pas, on a passé 10 jours avec eux, on ne peut même pas leur serrer la main, c'est au revoir. Et détail aussi hallucinant, c'est que cette personnalité américaine, cet Américain est arrivé et repart avec nos volontaires dans une voiture immatriculée dans l'Essonne. Voilà. Donc au milieu de l'Ukraine, tout à coup on voit une plaque d'immatriculation 91. On est là, bon, c'est quand même très bizarre, quoi. Voilà. Oui, ça fait beaucoup de. Oui, exactement. En tout cas, beaucoup de drapeaux. Oui, ça fait beaucoup de choses et voilà. Et ça, c'était bon. Et en fait, ce que dit Jean-Louis sur la difficulté du reportage, oui, en effet, ça s'arrête là. Et nous, on se dit, il faut qu'on parte. Et le lendemain, on arrive à attraper un car avec des réfugiés ukrainiens et on va passer 15 heures pour repasser la frontière en Pologne et pour repartir via Cracovie, en fait. Voilà. Parce que souvent, effectivement, quand ça se passe pas comme prévu, il faut trouver un plan B. Oui. Voilà, parce qu'on revient pas. Mais le reportage, c'est comme la chasse ou la pêche, on peut rentrer bredouille. Sauf que les rédactions n'aiment pas beaucoup ça. Donc, il faut trouver un plan B et chercher une autre histoire. Mais c'est un peu ça. Oui, c'est le système D. Voilà, et c'est un peu ce que nous faisons tous quand on est dans ce genre de situation. Non, j'ajouterais quand même que votre situation, Régis, était particulièrement dangereuse parce que vous avez travaillé auparavant, avant de partir, pour la chaîne russe RT. Tout à fait. En France. Oui. Par conséquent, aujourd'hui, c'est
tout se sait avec les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Il suffit de taper votre nom, Régis Le Sommier, c'est qui, bing, tout de suite, occurrence, RT. Bon, côté ukrainien... Vous pouvez ukrainien... pas avoir une carte avec un faux nom dans ce non, mais j'avais demandé au nom du Figaro Magazine une demande d'accréditation en Ukraine. Je pensais très honnêtement, après avoir passé 6 mois chez RT France, qu'elle ne me serait pas accordée. 2 jours plus tard, la carte de presse des forces armées ukrainiennes m'est accordée, ce que je raconte dans le livre, et je suis surpris, et puis je me dis, tiens, je vais quand même aller voir, et je me rends compte que quand je google mon nom, en fait, tout le contenu RT France a été complètement censuré. Donc il a disparu. Et je regarde, il n'y a plus la moindre trace sur les réseaux sociaux. Et là, je me pose quand même une question. Je me suis dit, mais quand même, à l'époque, souvenez-vous de l'État islamique, où il y avait la fameuse agence Hamak qui revendiquait toutes les horreurs de l'État islamique. On nous disait, mais non, c'est pas possible d'intervenir, on ne peut rien faire pour nettoyer les réseaux de ces appels terroristes. Et puis là, RT France l'interdit, tout a disparu. Oui. Alors, quelque part, ça m'a servi, parce que je pense que le type qui a été cherché, qui a été regardé, il a pas vu, comme les Ukrainiens parlent assez peu d'autres langues, c'est un peuple qui parle un peu russe, mais très très peu d'autres langues. Les articles en français se référant à mon passage chez RT existaient encore. En revanche, tout ce qui était RT France avait complètement disparu. Donc quelque part, j'en ai bénéficié d'une certaine façon pour obtenir cette carte qui était un peu qui m'a sauvé, parce que j'ai passé ce reportage en me disant, je suis pas à l'abri d'une délation, je suis pas à l'abri à ce qu'un type trouve ça, et ça c'est quand même extrêmement flippant quand on est dans cette situation. Voilà. Alors, vous parlez de l'internationalisation de ce conflit qui n'est pas forcément binaire comme on pourrait le croire, c'est-à-dire Ukraine contre Russie. Et évidemment, là-dessus, c'est aussi l'objet du titre de ce livre, Jusqu'au dernier Ukrainien, qui est la parole. On vous a beaucoup reproché ce titre. Oui. Et en fait, déjà, les gens ne lisent pas le livre. Et deux, vous-même, vous reprenez la citation, on va le dire tout de suite, du sénateur Lindsey Graham, américain, qui dit l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. On va revenir à tout ça, parce que c'est quand même fondamental. Mais d'abord, puisqu'on était sur le terrain côté ukrainien, je voudrais vous demander, vous avez été du côté russe, est-ce que vous avez senti la même, internationalisation, est-ce que vous avez vu autant de drapeaux étrangers côté russe ? Alors, chez les Russes, ce qui est intéressant, moi, de mon expérience, c'est de côtoyer, vous arrivez... Alors vous êtes dans un univers russe depuis 2 semaines. Alors je parle de le premier reportage que j'ai fait en septembre-octobre dans les oblasts de Kherson, Zaporizhzhia, Mariupol, Donetsk et Lugansk. En fait, j'ai fait les 4 oblasts. On passe 2 semaines et puis tout à coup on arrive à Berdiansk, je me souviens, et il y a un checkpoint comme il y en a des dizaines, et puis là il y a un type avec une barbe comme il y en a des dizaines, habillé en commando, et puis là c'est il parle il parle au talkie-walkie, c'est salam alaikum. Et là on se dit tiens, là moi j'ai beaucoup couvert le Moyen-Orient, je me dis tiens c'est bizarre, et en fait c'est un soldat daguestanais. Donc pour vous dire, il y a des volontaires étrangers aussi français côté, il y en a un qui est célèbre, c'est Erwan Castel qui est du côté de Donetsk, mais il y a surtout des minorités, des Tchétchènes, les Daguestanais qui sont un peu comme l'équivalent des Tchétchènes. Vous avez aussi beaucoup de minorités qui viennent des confins des Toulas, des peuples qui sont très proches de la Mongolie, qui ont été beaucoup utilisés au combat par les Russes. Et donc, oui, il y a une sorte de... peut-être plus d'universalité du monde russe. C'est moins... on risque pas de rencontrer... Quoique tout est possible, parce qu'avec Wagner, je sais, essaye de recruter aussi des volontaires internationaux. Donc tout est possible. Mais la grosse différence, c'est que de ma dernière expérience, ce que j'ai trouvé marquant, c'est que justement le phénomène Wagner contamine, et je pense qu'il contamine pas simplement côté russe, je vais vous expliquer pourquoi, mais il contamine aussi côté ukrainien. Nous étions avec une brigade qui s'appelle la brigade des vétérans. Et cette brigade des vétérans, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en charge donc elle combat en première ligne. Ce sont des soldats très expérimentés. Pourquoi vétérans ? Parce que la plupart, on fait la Tchétchénie, on fait la Géorgie, et pour certains, les plus âgés, il y en avait qui avaient plus de la soixantaine, l'Afghanistan. Donc ils ont des expériences de combat, et ils font l'encadrement avant de les conduire au front.
des jeunes, des plus jeunes, qui, notamment les fameux 300 000 mobilisés que Poutine a décrété en septembre. Donc on a un peu assisté à cette formation qui est totalement sommaire. Les types, on leur donne un fusil, on les entraîne pendant une journée ou deux, et hop, ensuite on est allé avec eux jusqu'au front avec ces volontaires. Et on se rend compte donc entre eux, ils ne s'appellent pas l'armée russe, ils s'appellent CVK, ce qui veut dire Société Militaire Privée en russe. C'est les initiales. Et donc en fait, on se rend compte que c'est un processus Wagner, c'est Brigade des vétérans, qui va travailler avec la 16e brigade d'infanterie, qui elle par contre est de l'armée régulière, qui est une brigade d'artillerie en fait, sur la ligne de front. Donc il y a une sorte de mixité entre des unités régulières et des unités irrégulières, des armées privées, et que en face, qui sont les Ukrainiens en face, c'est le bataillon Kraken, qui a été fondé d'ailleurs au moment de l'invasion du 24 février, et le bataillon Kraken, il est formé de la moitié d'Ukrainiens et de la moitié de volontaires étrangers, surtout des Polonais. Donc en fait, on se rend compte qu'en face, les Polonais, les mercenaires, ils ont une expérience de combat, que les Russes ont une expérience de combat, et que si cette guerre est aussi intense et aussi difficile, c'est que c'est pas des bleus, ils vont pas se faire déborder par une attaque en pleine nuit. Les gars, ils sont habitués à pas dormir, ils sont habitués à faire la guerre. Donc de chaque côté, de part et d'autre, il y a une réelle expérience de combat qui rend peut-être les choses encore plus compliquées et encore plus difficiles, qui fait que c'est une guerre qui est extrêmement meurtrière, qui est une guerre... alors ça, c'est une des qui m'a vraiment marqué, c'est l'intensité de l'artillerie. J'avais connu ça un peu à Mossoul, mais sur plusieurs jours comme ça, où il y a des bombardements en pleine nuit, où il y a des bombardements... alors, avec ces choses extrêmement surprenantes qui ont trait à l'humanité de tous les hommes, je dirais, c'est que vers midi environ, il y a une sorte d'accalmie dans les combats, dans les pilonnages d'artillerie, parce que tout simplement les deux armées, sans s'être jamais concertées, décident de faire une pause déjeuner, quoi. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel de voir qu'il reste cette petite humanité. Par contre, sur la question des corps... Parce qu'officiellement, les trêves avaient été refusées, je crois, par Zelensky. Il n'y a pas de trêve. Là, il n'y a même pas de trêve, me disait un soldat, pour récupérer les corps. Oui. Parfois, ils sont obligés d'aller la nuit, les chercher, etc. Ça pilonne. En revanche, la pause déj, c'est un peu sacré, universel. C'est peut-être l'humanité commune qui reste dans ces coins d'enfer. Voilà. Allez, on continue d'en parler, Régis de Castelnau et évidemment Jean-Louis Tremblay. Mais d'abord, les informations avec Adèle Rosner. Ligne droite. Vue de haut. Et pardonnez-moi mon erreur, tout à l'heure j'ai dit Régis de Castelnau que nous recevions juste avant, mais il s'agit bien de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, ancien directeur adjoint de Paris Match et auteur surtout de ce livre Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre, aux éditions Max Milo. Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Alors, une dernière question sur ces deux fronts et la population, on va dire, militaire qui est sur place, avant d'aborder cette fameuse phrase du sénateur Lindsey Graham. Vous l'avez dit, et nous le savons, de toute façon c'est officiel, la présence des Tchétchènes qui sont en fait des deux côtés, qui sont côté russe, ça c'est bien connu, mais également côté ukrainien. Et là, on a du mal à percevoir finalement l'unité, par exemple russe, dans une guerre qu'on pourrait considérer comme une guerre de civilisation, une guerre sainte, comme on dit certains auteurs que nous avons reçus ici. Ici, on pourrait avoir une opposition qui peut paraître assez forte entre les revendications russes de civilisation, d'orthodoxie et la défense des Slaves, et puis le fait que les Tchétchènes, avec leur drapeau parfois islamique également, viennent défendre et aider les Russes. Oui, c'est un paradoxe qu'à chaque fois que je rencontre un Tchétchène là-bas, je me demande mais comment c'est possible d'aller aider Poutine qui a écrasé vos pères, qui a écrasé votre capitale, et à chaque fois la réponse c'est Poutine c'est notre chef, c'est le défenseur de la tradition.
Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte que cette idée qui a été développée au cours de cette guerre, que nous, en gros, l'Europe et les États-Unis, on défendrait... alors les Tchétchènes, par là, ils nous considèrent comme des satanistes. Ah oui. Ils nous considèrent comme des gens qui détruisent... les Tchétchènes côté russe. Oui, côté russe. Et ils ont une vision ultra traditionnelle. Ils sont très islamistes. Hein. C'est pas, ils sont pas simplement... C'est pas des... Non, ils sont très, très religieux. Mais ils considèrent que Poutine, lui, défend la tradition, la famille, se range de ce côté-là. Et ce qui fait aussi la popularité des Russes, et en tout cas de Vladimir Poutine dans le monde arabe, parce que ça a un écho très très fort, ça. Et nous, on serait à l'inverse des défenseurs de LGBTQ+, que voilà, on serait, voilà, exactement. Et donc, c'est sur ce point de vue des valeurs qu'ils vous répondent à chaque fois, en vous expliquant qu'aujourd'hui, il y a une crise dans le monde et que il faut défendre ces valeurs-là, et que c'est plus important que tout, et que, en gros, du point de vue de l'attitude des Tchétchènes, bon, elle est assez ce qu'a fait Poutine avec Kadyrov, c'est qu'il a mis une faction au départ boïviki, qui étaient des combattants tchétchènes, il les a mis au pouvoir, et eux ont écrasé les autres. Enfin, c'est un art de la guerre bien pratiqué autrefois par les Anglais avec les clans écossais et autres, de prendre un clan, de miser sur lui et ensuite de le faire dominer tout le monde. C'est ce qui s'est passé en Tchétchénie. Donc depuis, évidemment, il y a eu des dissidents qui sont partis à l'étranger. Il y en a eu beaucoup très islamistes aussi, qui ont combattu dans l'État islamique, voilà, qui ont combattu les Russes à l'époque. C'est probablement des résidus de tout ça qu'on retrouve côté ukrainien. Des gens qui en veulent énormément à Poutine, qui en veulent énormément à la Russie. Voilà. Donc c'est très intéressant ce panachage de minorités. Et qui ont pris part notamment à la guerre en Syrie. Complètement. Et ce qui est aussi assez, vous avez touché du doigt l'un des points importants aussi, c'est la présence énorme de l'orthodoxie et de la religion, même au milieu des combats. Il y a un pope qui est là. Je me souviens, on est arrivé, ils nous ont dit, on va venir vous chercher à votre tente à minuit parce que on va se baigner dans la rivière. On est là, il fait -15, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, c'était l'épiphanie orthodoxe. On était au moment de l'épiphanie orthodoxe et bon, on a nous aussi, pour montrer que en tant que Français on était dignes, on s'est baigné avec eux. Donc c'est-à-dire on se baigne 3 fois, on s'immerge 3 fois en faisant le signe de croix dans de l'eau glacée, quoi, à minuit. Et il y a un pope qui est là et qui bénit, et le pope il est avec sa tenue, il a une tenue en camouflé. Alors il a sa chasuble en dessous, mais il a sa tenue camouflée et il est au milieu des soldats. Et l'orthodoxie est très très présente de ce point de vue-là, puisqu'on fait les rites, etc. Mais je crois que côté ukrainien, c'est pareil. Donc voilà. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là, les Tchétchènes ne sont pas loin, mais finalement, ils respectent ce qui compte, c'est le respect des traditions. Il y a une forme de... Il y a quelque chose de on oublie la dimension un petit peu barbare. Sacré, oui, et puis de ces pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un a dominé l'autre, les autres sont soumis, quoi. Ça donne, c'est l'écho des anciens empires, ça. C'est-à-dire que voilà, la Russie, la place, le leadership de la Russie dans cet immense Est n'est pas contesté. Enfin, en tout cas, il est contesté en Europe de l'Est, mais pas en tout cas sur les 17 millions de kilomètres carrés que la Russie comporte. Voilà. Alors, on va prendre un peu de recul, et puis d'ailleurs, c'est l'objet de votre livre, puisque c'est quand même votre titre, jusqu'au dernier Ukrainien. Vous citez donc ce sénateur américain, le sénateur Lindsey Graham, qui lançait le 3 janvier 2023 « Je suis satisfait par la voie que nous avons prise. Avec les armes américaines et d'autres argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. » Et vous rappelez que le père Graham, c'est ça, ou Graham et son propre, en tout cas un autre sénateur, John McCain, étaient derrière toutes les aventures militaires américaines des 20 dernières années, avec un leitmotiv, l'intervention à tout prix. Évidemment, ce rappel et le fait que vous l'ayez mis en titre n'est pas anodin, c'est que vous montrez bien quand même que derrière, il y a un interventionnisme américain. Il y a un interventionnisme. Ce qui serait intéressant, c'est que sur McCain et sur Graham, moi j'aimerais connaître la réalité, le fondement des relations entre ces gens-là et le complexe
industriels américains, parce que ils ont systématiquement joué la carte de l'intervention, joué la carte de plus d'armes, joué en fait les pyromanes de la planète en fait. Il y a même jusqu'à ce qu'Obama leur dise non avec la Syrie, parce qu'ils étaient pour l'intervention en Syrie. Donc ce qui est assez intéressant, moi je trouve qu'il y a un chiffre qu'on a un peu sous-estimé ces dernières années, parce que nous on passe notre temps à couper notre budget militaire et à le faire réduire de quelques pourcents par an depuis 40 ans. Les Américains, c'est exactement l'inverse. Et on est arrivé aujourd'hui au chiffre, je crois, de 858 milliards de dollars, qui est le budget de la défense américaine. Quand on considère quand on regarde ce que ça veut dire, c'est l'équivalent des 20 ou 22 nations qui suivent les États-Unis, et c'est 3 fois le budget militaire de la Chine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis toutes ces années, le budget militaire américain a augmenté de façon exponentielle. Et on ne peut pas justifier ça quand il y avait la guerre contre les djihadistes, contre Al-Qaïda, contre Daesh, etc. On ne peut pas considérer que c'est uniquement pour ça. Je pense que à travers Graham et à travers un certain nombre d'acteurs aux États-Unis, il y avait l'idée de solder la guerre froide, il y avait l'idée de recommencer ce mano à mano avec la Russie, qui pour beaucoup de politiciens américains n'était pas terminé, pour beaucoup de politiciens russes aussi. Vous dites pour les Américains c'était la dernière acte de la guerre froide, alors que pour les Russes la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, chacun vit dans son espace-temps, mais avec l'idée que l'ennemi c'est le Yankee ou c'est c'est le Russe, quoi. Et en fait, on sentait bien. Moi, j'étais aux États-Unis pendant la période de l'Irak, et on sentait bien que chez ces sénateurs ou à Washington, il y a toujours une atmosphère à se dire, oui, la guerre en Irak, c'est bien, ok, ça occupe, ça monopolise, l'Afghanistan aussi, mais en fait, le fondement, c'est pas ça. Le fondement, il faut qu'on retrouve le vrai ennemi. L'Amérique, c'était fait un ennemi avec Ben Laden, avec Baghdadi, mais ça suffisait pas. Il fallait revenir à ce vieux truc, parce que c'était là où se passaient les choses. Voilà. Jean-Louis Tremblay. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Régis, c'est que, il confirme ce que d'autres ont énoncé, mais c'était des universitaires. Souvenez-vous, les 2 universitaires brillantissimes, du reste que nous avons reçus la semaine dernière, qui ont écrit celui qui s'appelle La guerre sainte de Poutine, et qui met l'accent sur la dimension spirituelle du conflit. C'est-à-dire que si on retrouve des Tchétchènes du côté de Poutine, si on retrouve des juifs Loubavitch ultra-orthodoxes, ultra-religieux du côté de Poutine, c'est, comme l'a dit Régis, parce que il est en quelque sorte le porte-étendard de valeurs spirituelles que nous n'avons plus, nous, dans l'Occident, on va dire décadent, voire dépravé. Et que, en ce sens, ce combat est un combat de valeurs, mais aussi un combat de civilisation. Et là, on revient chez Samuel Huntington, le choc des civilisations. Alors, ce n'est plus djihad contre Macworld, ce n'est plus l'islam contre l'Occident chrétien, mais là, véritablement, ce sont des religions monothéistes qui s'allient contre le grand Satan que nous serions. Je dis bien que nous serions. En tout cas, c'est vrai que ça fait partie des discours des popes. Du grand discours. D'ailleurs, il est réaffirmé assez régulièrement par Vladimir Poutine. Et l'alliance du peuple et de l'imam, finalement, est assez logique. Régis l'a bien expliqué. Alors, autre chose très intéressant, l'aspect international de ce conflit. Régis l'a dit, d'abord par les volontaires ou mercenaires, on les appelle comme on veut, enfin les combattants sur place, qui ne sont ni russes ni ukrainiens. Ça, c'est aussi un point commun. Attendez, alors juste une précision, parce que vous avez dit on les appelle comme on veut, volontaires, mercenaires. Oui, normalement, oui, mais c'est pas pareil. Alors, ce parti sur le terrain en Ukraine, les volontaires, normalement, ne sont pas payés. Alors, en droit, un mercenaire est quelqu'un qui endosse un uniforme étranger contre une rémunération. Bon. Les volontaires sur place, effectivement, c'est volontaire dans les deux cas. Moi, je ne connais pas les détails juridiques de leur contrat, mais en tout état de cause, ils portent aussi l'uniforme de l'armée avec laquelle ils combattent. Il faut bien se repérer dans les lignes et voir qui est ami, qui est ennemi. Mais ils touchent nécésalement un pécule. Il y a un pécule. Il faut bien vivre. Je veux dire, cantiner, améliorer l'ordinaire, etc. Donc, voilà. Bon, alors, volontaire, mercenaire. Je dis ça parce que ça revient régulièrement. Dans tous les conflits, il y a des gens qui sont attirés
soit par l'idéologie, soit par le goût de l'aventure, et qui prennent les armes. Voilà. Après, on les appelle comme on veut. Et souvent, mercenaires, c'est péjoratif, volontaire, c'est positif. Bon, je reviens sur le côté... international. Le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Nous en parlions avec Régis tout à l'heure. Il est frappant. Par dimension internationale, je rappelle que sur le front de l'Est, entre 41 et 45, c'était la même chose. Vous aviez d'un côté les Russes, avec toutes leurs républiques satellites, et vous l'avez très bien dit, notamment toute la partie eurasiatique de cet immense empire qui partait à l'assaut de l'Allemagne nazie. Et puis de l'autre côté, vous aviez la Waffen-SS. La Waffen-SS, c'était au départ était purement allemande, mais très vite, elle s'est internationalisée. Il y avait des volontaires lettons, wallons, français dans la division Charlemagne. Et quand vous dites division Galicie, ukrainien. Et de l'autre côté, la même chose, il y a des Français avec les Russes. Je pense au pilote de Normandie-Niemen. Bon, voilà. Et ça, c'est pour dire que dans un conflit comme ça, les étrangers peuvent se retrouver selon leurs idéaux ou leurs opinions dans un camp ou dans l'autre. En France, vous aviez d'un côté ceux qui étaient à Londres et puis vous aviez ceux de la division Charlemagne qui étaient avec la Wehrmacht. Voilà, c'est complexe, mais c'est justement ça illustre la complexité et l'aspect international de ce conflit. Et pour terminer sur, après je relaisserai la parole à Régis, parce qu'il faut souligner quand même une performance dans son cas, c'est qu'il a couvert les deux côtés. Alors la phrase du sénateur américain, il dit l'Ukraine combattra jusqu'au dernier Ukrainien. En vérité, ce qu'il entend, lui, ça c'est un lapsus, mais en vérité c'est l'Amérique combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, puisque elle envoie effectivement quelques conseillers et beaucoup d'armements, mais elle se bat par Ukrainiens interposés. Oui, je reviens. Fait que Régis soit... avec les armes américaines et notre argent. Exactement. Mais en fait, c'est bien l'Amérique qui combat Moscou à travers les Ukrainiens et en Ukraine. Oui, Régis, d'aller des deux côtés, ce qui n'est pas facile. Ce n'est jamais facile dans un conflit, jamais. Celui-là en particulier, parce qu'il est particulièrement manichéen et tranché, et qu'aujourd'hui, je le répète, il y a quand même un élément nouveau, et il a complètement perturbé le métier que nous faisons, le métier de reporter, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, n'importe quel kidam aujourd'hui se transforme en preneur de son ou d'image. Ça, c'est une chose, mais il n'y a pas de contrôle, effectivement, d'information. Et deuxièmement, parce que on sait tout sur vous presque en temps réel. D'où la performance des drones sur le terrain. Un coup de téléphone ou un petit texto à sa chérie, c'est terminé, la position est localisée et l'objectif détruit. Donc c'est toujours difficile d'aller dans les deux camps. Prenons l'exemple le plus célèbre, celui du Vietnam. Au Vietnam, l'âge d'or du grand reportage. Bon, les grands reporters de l'époque, les grands photographes comme Tim Page, les autres, etc., ils embarquaient le matin sur un hélicoptère américain, ils allaient au feu, ils revenaient le soir à Saigon. Mais ils ne pouvaient pas aller dans le camp adverse. Ils ne pouvaient pas aller chez les Viet Cong ou chez les Viet Minh. C'est toujours très difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette image d'Épinal, du journaliste Chevalier les Blancs, qui est impartial, etc. Moi, j'y crois pas beaucoup, je vous le dis franchement. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faut donner des gages. Il faut que les gens aient confiance en vous pour aller sur une zone de combat. Il en parle d'ailleurs. Et là, c'est assez Régis, étonnant que Régis ait pu aller dans les deux camps. Alors, est-ce que ce serait possible aujourd'hui de retourner dans l'autre camp ? Non, puisque on m'a signifié, quand je suis allé côté russe, côté ukrainien, que ma carte de presse avait été... en plus, ils me l'ont dit à la suite d'une demande de nos services de renseignement. Donc je dis, bon, c'est les services de renseignement qui donnent accès aux cartes de presse, en dit long sur la liberté de la presse là-bas. Enfin bon, en temps de guerre, c'est compréhensible aussi. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est de garder... Hier, j'ai déjeuné avec Dorothée Oliéric, qui est une confrère de France 2, qui est grand reporter à France 2, qui elle a couvert Bakhmout, mais côté ukrainien, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'est rendu compte, en revenant, qu'on était à 20 bornes, 30 bornes l'un de l'autre, mais on était quand même des deux côtés. Et hier, on a passé beaucoup de temps, et ça c'est intéressant de voir ça, parce que c'est pour ça que le caractère de grand reporter doit continuer, parce qu'il y a eu tellement, on ne va pas l'aborder là, mais de polémistes, de gens qui parlent à tort et à travers de ce conflit, avec un côté incantatoire. L'Ukraine doit gagner, la Russie est nulle, ou au contraire, l'autre côté, pareil. Nous, en tant que grands reporters, on est capable de dialoguer, d'aller et de comparer nos expériences. Et ce qui est intéressant, de ce déjeuner que j'ai fait hier avec elle, c'est de me rendre compte que les conditions côté russe, où on dort
avec des rats à côté de notre lit et il fait moins 15 et quand ça pète et quand votre fenêtre est explosée, il fait froid dans la pièce et vous vivez dans des conditions, vous vivez avec des soldats dans des maisons abandonnées, etc. Que les Ukrainiens, côté ukrainien, c'est exactement la même chose. L'état des routes, on se parlait on est dans des espèces d'estafettes là et on est secoué comme des damnés à l'intérieur de ces trucs parce que les routes sont complètement creusées. Il y a un problème avec la boue. Là, en ce moment, c'est vraiment voilà. Et ce qu'on peut constater en allant sur place, c'est que il vaut mieux des chenilles que des roues dans la boue. Alors, quand les Américains donnent des Humvee par dizaines, c'est-à-dire leurs fameux véhicules qui ont été en plus alourdis par les blindages successifs qu'on leur a mis quand ils étaient en Irak pour éviter les IED, ils sont complètement inutiles dans le Donbass actuellement, vu l'état des routes et vu l'état de la boue. Il vaut mieux de la chenille que de la roue. Et ça, c'est en allant sur place qu'on s'en rend compte. Là aussi, ça permet de montrer aussi quel type d'armement ils ont des deux côtés. Donc on compare ça et on essaye justement de rétablir une vérité du terrain. Je vais finir là-dessus, parce qu'on entend tellement de conneries sur les plateaux et sur certaines chaînes d'infos en continu que je ne citerai pas. Voilà. C'est le principe de réalité et c'est ce que vous avez fait, Régis Le Sommier, tout comme Jean-Louis Tremblay, également grand reporter au Figaro Magazine. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre, aux éditions Max Milo.